Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces consacré ce soir aux ouvrages de Christian Kempf, Passion polaire, et ses deux premiers tomes que nous sommes vraiment ravis de vous présenter ce soir à vous tous. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent Christian Kempf comme le fondateur de Grands Espaces. Mais avant tout, Christian est un scientifique, un naturaliste, un explorateur qui a vraiment consacré sa vie à l'Arctique, qu'il a parcouru depuis maintenant 52 ans, du Spitzberg au Groenland, de l'Alaska au Grand Nord canadien. Il a également dirigé de nombreuses expéditions scientifiques avant d'ouvrir la voie aux premières croisières d'exploration dans ces régions qui étaient alors largement inconnues. Dans ses ouvrages, Christian ne raconte pas seulement une succession d'aventures, mais il restitue vraiment l'esprit d'une époque, celle des grandes explorations, avec ses grandes marches de plusieurs centaines de kilomètres, ses bivouacs dans le blizzard. Mais je ne vous en dis pas beaucoup plus, puisque ce soir, nous organisons ce webinaire d'une façon un peu particulière, puisque nous allons faire une sorte d'interview pour que Christian puisse répondre à nos questions concernant les deux premiers tomes de Passion polaire. Alors ce soir, pour cette interview, évidemment, nous avons avec nous Christian Kempf. Comment pourrons-nous Oui, faire autre? bonsoir à tout le monde. Et puis également avec nous Sarah ce soir. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous qui accompagnent nombreux de nos voyages et qui vous conseille et vous oriente au mieux dans nos bureaux en tant que spécialiste et conseillère voyage. Donc c'est de cette façon que nous allons articuler ce webinaire ce soir. Alors, comme d'habitude, vous pourrez tout au long de la présentation poser vos questions dans le chat. Vous avez vos habitudes, mais pour les nouveaux, donc le bouton de chat se trouve en bas à droite de l'écran. Et puis, nous reviendrons sur l'ensemble, en tout cas sur le plus grand nombre possible de questions à la fin de cette présentation. Je retransmettrai donc les questions, nous retransmettrons les questions en direct à Christian. Alors, merci Christian pour ce webinaire ce soir. Et alors, pour commencer, je voulais dire à tous nos auditeurs que vous êtes en Pologne actuellement et on Oui. sait que la Pologne a une grande place dans votre histoire. Alors, pourquoi la Pologne ce soir? Alors pourquoi la Pologne ce soir? Il y a beaucoup à dire, hein. Pourquoi la Pologne ce soir? D'abord parce que je suis allé chercher les livres. Voilà, il y aura un transporteur qui viendra en France pour les amener, mais je tenais à voir l'imprimerie. L'imprimerie, ça fait 30 ans qu'on imprime les catalogues, qu'on imprime les livres dans cette imprimerie de Białystok qui est juste à la frontière avec le Bélarus. Et je connais bien le responsable de cette imprimerie. Et pour moi, c'était une sorte de... C'est comme un papa qui n'irait pas voir le bébé qui naît, quoi. Voilà. J'écris une trentaine de livres, de manière générale, mais c'est la première fois que j'écris des livres sur moi, si je puis dire. Et donc, voilà ce pourquoi. Alors, il n'y a pas que ça. J'avais 2 maisons en Pologne, effectivement. J'ai réglé 2, 3 choses par rapport à ça. Et puis, je dois vous le dire, je dois vous le confesser, si je puis dire, je suis alors dans un endroit imprononçable, hein. C'est pas Varsovie, c'est pas Gdansk. Ça, c'est facile à prononcer. Je suis à W-R-O, accent, C-L-A-W, Wrocław. Une grande ville estudiantine, des centaines de milliers d'habitants, mais surtout ce qui a été donné l'an dernier comme le plus beau marché de Noël d'Europe. Et après, je dirais le plaisir qu'on a à être ensemble, mais j'irai boire à votre santé un petit vin chaud et prendre une kielbasa, une saucisse polonaise. Maintenant, dans les 2 premiers tomes, dans le tome 2, oui, je parle de la Pologne. Je parle de la Pologne parce que, comme disent ces livres, je n'ai pas voulu faire une autobiographie, hein, voilà. Pourquoi j'ai écrit ces livres? C'est simplement parce que, à force d'en parler, notamment, vous savez, quand on est en croisière expédition, on est souvent ensemble avec le staff, moi je suis souvent ensemble avec d'autres gens, puis les gens me disent: «Ah, mais c'est vrai, mais on n'a plus le droit de faire ça maintenant», ou «Ah ben, on ne peut plus faire ça maintenant», ou alors «Ah ben, t'as fait ça», etc., etc. Sincèrement, il y a beaucoup de curiosité.
et puis qui m'ont poussé à écrire. Mais j'ai envie de dire pas sur moi. Il y a une chronologie. Bon, j'ai 73 ans, ça va de 16 ans ou de avant même à 73 ans, certes, mais surtout à ma manière, c'est-à-dire en ne me mettant pas en avant. Vous savez, je ne suis pas un conquérant, moi. Je ne suis pas un don juan avec des lunettes de soleil qui gravit tous les sommets du monde. Je suis un mari fidèle, tout simplement, un homme qui va régulièrement dans les endroits qui lui plaisent et qui reste et qui vient dans les endroits qui lui plaisent. Et en l'occurrence, certes, il y a l'Afrique, mais il y a aussi le Grand Nord. Et donc, cet endroit, mais j'ai envie d'en parler, plus que de moi, en fait. C'est pour ça que vous apprendrez beaucoup de choses hein, au gré de ces divers tomes sur le bœuf musqué, sur les baleines, sur les icebergs, sur la banquise. Alors, je ne veux pas dire que c'est un résumé de tout ce que j'ai écrit, pas du tout, mais ça tourne quand même sur le plan humain, et la photo le montre, hein, sur ces traversées de glaciers que nous avons réalisées, sur ces traversées terribles de grands torrents qui sont des ogres bruns de la toundra, et ces longues marches. Donc, oui, il y a du personnel, mais en permanence, je parle du Grand Nord. Et mon idée pour le lecteur, c'est, je serais heureux si le lecteur me dit, votre livre m'a permis de connaître le Grand Nord. Plutôt, m'a permis de vous connaître un peu mieux, oui, c'est sûr. Et puis enfin, pourquoi la Pologne? La Pologne, j'y étais mêlé du temps universitaire beaucoup. Je le suis encore un peu. Il faut savoir que la Pologne, évidemment, outre le fait que ce soit un ogre économique en Europe, outre le fait que soit en train de devenir la troisième grande armée d'Europe, malheureusement, à cause de sa proximité avec la Russie, la Pologne est un pays très engagé en nature, en protection de la nature, et il y a 23 parcs nationaux, et il y a environ 120 réserves naturelles, et le premier des parcs nationaux, c'est le parc national de Białowieża, où on passera d'ailleurs le réveillon de l'année prochaine, un des réveillons de l'année prochaine. Et Białowieża est à la frontière avec le Bélarus. Et c'est l'endroit où il y a des lynx, des loups et où le bison a été réintroduit, où il y a des arbres, des chênes de 300-400 mètres. J'ai écrit 2 livres sur ce parc national. Et donc, pour moi, il est tout près de Białystok, de l'endroit où se trouve l'imprimeur. Il y a un côté personnel humain à retrouver, je dirais, les forêts d'antan, telles qu'on pouvait les imaginer, telles qu'elles étaient parfois encore un peu en Alsace et en France, mais qui sont parfaitement conservées en Pologne. Alors voilà, je pourrais parler longtemps encore, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis en Pologne. Mais la raison numéro un, c'est ça. Voilà. Oups, ouf. Les 2 livres qu'il s'agissait d'aller chercher chez l'imprimeur. Merci Christian, en tout cas, d'avoir répondu à cette question. Et mêler nature et littérature, c'est toujours un bonheur. Donc aujourd'hui, Et Laurent, Sarah, vous savez le faire parfaitement. oui, vous nous présentez donc aujourd'hui vos ouvrages Passion polaire, donc tome 1, tome 2, qui retrace votre parcours et vos aventures également. Celui-ci se découpe en 4 tomes. Alors pourquoi 4 tomes? Alors, c'est très malhabile, honnêtement, hein. D'abord, c'est prétentieux. Et ensuite, c'est modeste. Modeste parce que franchement, une vie ne tient pas en 4 tomes. Même une vie d'une personne très, très, très normale, on a tellement de choses à écrire, tellement de choses à écrire. Chacun vit sa vie de manière plus ou moins dense. Voilà, donc 4 tomes ne suffisent pas. Mais d'un autre côté, c'est prétentieux de dire oh là là, non, ma vie, elle fait 4 tomes. Non, pas du tout. C'est tout simple. Honnêtement, c'est il y a maintenant près de 30 ans qu'un homme, Jean-Jacques Brisbard, il est directeur des éditions du Seuil, m'a dit, écoute Christian, avec tout ce que tu as vécu, j'ai fait des livres hein, aux éditions du Seuil, notamment L'homme et la nature en Alsace, et puis ensuite en collaboration, un livre, Les forêts meurent aussi. Bon, voilà, bref. Et ce directeur d'édition m'a dit, il faut absolument que tu écrives. J'ai fait, bon. Et j'ai pondu, si je puis dire, j'ai aligné 200 pages, et il m'a dit, mais c'est génial, il faut que tu continues, il faut que tu continues. Puis ensuite, la vie a fait que, bon, voilà. Je suis allé sur les bateaux de croisière, ensuite ils font des grands espaces, parallèlement beaucoup d'autres activités. Et donc, voilà. Et puis, il y a quelques années, je me suis remis à écrire. Et puis, je me suis dit, mais tout ça, il faut que ça tienne en 200 pages, quoi. Voilà, un résumé. Et puis, je me suis mis à écrire. Alors, je dois vous confesser que j'ai un certain plaisir à écrire, hein. Alors, attention, lecteur, cher lecteur, je ne suis pas le meilleur
des écrivains, hein, sinon je serais dans les concours et autres, euh, mais j'adore écrire. Vous savez, écrire un livre sur les icebergs, écrire un livre sur le Groenland, c'est facile. On a des chiffres, on a des mots, on les aligne et on fait des paragraphes, on met une jolie mise en page et on est tout content. Mais là, c'est autre chose. Là, il s'agit de danser avec les mots. Il s'agit de valser avec les paragraphes et de jongler avec les images. C'est tout à fait autre chose. Et cet exercice me plaît, ou plutôt me plaisait. Je n'en ai plus trop eu le temps ces derniers temps. Mais néanmoins, voilà. Et c'est l'explication. C'est que j'ai envie de vous faire partager. Si vous voulez, je ne suis pas en train de dire, oh là, il y a une belle toundra, puis là, une chouette arfan. À la limite, je dis que bon, elle est rare et qu'elle mange des lemmings. Bon, d'accord, etc., etc. Mais j'ai envie de décrire la toundra. J'ai envie de me décrire dans mon sac de couchage, en train de regarder cette toundra avec les sifflements plaintifs du pluvier, avec au loin la banquise qui bouge dans le fjord, etc. Donc, ça prend du temps. Et alors, quelle n'était pas une surprise que quand je me suis rendu compte qu'il y avait déjà ouais, environ 250 pages d'écrites, alors que j'avais même pas encore vu mon premier ours. Et que des ours, j'en ai vu, je n'ai pas calculé, hein, mais j'en ai vu plus de 1000 ou 1500, j'en sais rien, dans ma vie, quoi. Et, et puis je me suis dit, allez, il faut que je découpe ça en 4 tomes à ce moment-là. Alors d'abord en 2 tomes, 3 tomes, puis 4 tomes. Mais 4 tomes, c'est fini là. Fini. Hein. Alors, le premier tome, alors dans le premier tome, je parle de mon enfance parce que beaucoup de gens m'ont dit il faut qu'on sache d'où ça vient, ton histoire, là, ton parcours. Bon, voilà. Et ensuite, mes premières expéditions, des trucs de fou dont on parlera hein, tout à l'heure, j'en suis sûr. Hein. Ensuite, il y a eu une période où j'étais à l'université de Strasbourg, j'ai enseigné à l'université de Strasbourg, dans d'autres universités aussi, à Genève, à Lund, en Suède, à Québec, et surtout à Munich, en Allemagne, et à Fribourg, en Brisgau. Et donc, j'étais scientifique et je suis allé sur le terrain, passionné que j'étais à ce moment-là des régions polaires. Et c'est un moment où j'ai dirigé des expéditions. J'étais chef d'expédition. Vous savez, vous êtes beaucoup certainement ici à écouter qui m'avez connu comme chef d'expédition sur un bateau de croisière. Bon, je suis content d'être chef d'expédition sur un bateau de croisière, hein, c'est sûr. Bon, vous me reconnaissez comme chef d'expédition, et on en a des bons, des chefs d'expédition. Émile Favre, Damien, là, Vincent Lecomte, j'en oublie beaucoup. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Chef d'expédition sur un bateau de croisière, mais c'est cool, mais c'est cool. On a des douches chaudes tous les soirs. Le soir, on a un repas qui est servi. Nous, en expé, parfois, on avait faim. Il m'est arrivé de manger mon sujet d'étude, de courser des oies parce qu'on n'avait plus rien à manger. Il m'est arrivé, quand on se lavait, ben, on se lavait déjà pas beaucoup. Hein, enfin, on en reparlera de tout cela. Mais bref, chef d'expédition, c'était vraiment chef parce qu'il y avait des décisions importantes à prendre et c'était en expédition parce que ce n'était pas un vocabulaire que certaines compagnies ajoutent simplement pour vendre du voyage. Hein. Donc, pour vous dire que ce second tome, chef d'expédition, est important. Et puis, vous savez, dans ma vie, les circonstances personnelles ont fait que je sois parti sur les bateaux de croisière. Après ma période universitaire et d'expédition, qui a duré jusqu'en 89, mais dès 85, c'est les croisières paquets qui m'ont demandé d'être conférencier, et j'ai connu donc ce monde de conférences. Et puis, maniant les zodiaques, ayant une bande de copains, oh, tous ne sont pas venus avec moi dans l'aventure des voyages, parce que certains m'ont dit, oh, tu vas avec les bourgeois. On avait des écolos dans la bande, hein. Tu vas avec des bourgeois, tu te compromets. Moi, j'ai dit non. Cette nature est tellement belle, il faut la faire partager parce qu'on ne protège que ce que l'on connaît et que ce que l'on aime et on aime que ce que l'on connaît. Bon, voilà. Et certains de mes copains d'expédition m'ont suivi. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait Grands Espaces. Mais Grands Espaces ne s'est pas fait en une fois. Et il y a un troisième tome qui va vous raconter. Pour moi, c'est presque le plus intéressant, même s'il n'est pas encore paru, mais il va raconter des choses extraordinaires, quoi. Le début des croisières expéditions, quoi. Imaginez-vous, des choses inimaginables maintenant. C'était au nord de Nualesund au Spitzberg, un glacier venait de reculer des deux côtés, quoi. Et il y avait un passage maritime. En 98, on était à bord d'un bateau, le Polar Girl. Oh là là, je vais être vulgaire, très vulgaire.
Ben, ce con de commandant, il a voulu être le premier à passer. On a touché une fois, on a touché deux fois, et la troisième fois, ça a passé. Impossible, attends, impossible, complètement impossible. Imaginez ça. On était dans l'Arctique russe, on était les premiers. Je suis allé au pôle Nord, alors bon, écologiquement c'est nul, en hélicoptère, etc. Bon, bref, il y a le début des croisières expéditions, ça a été quelque chose, quoi. Ça a été vraiment quelque chose. Et puis, évidemment, comment ne pas consacrer alors un tome entier à ce que vous, moi, nous avons vécu ensemble, l'aventure de grands espaces. Et là, il y en aura d'ours, il y en aura des baleines. Oh, il y aura même un narwal de temps en temps. Il y en aura des chouettes, et puis surtout, il y en aura des vous, des moi, et on parlera de nous. Donc, c'est pour ça, quoi. Voilà. Vous voyez, je bavarde beaucoup, hein. C'est pour ça qu'il y a 4 tomes. Il ne va pas y avoir 4 webinaires, je vous mets à l'aise. Un tome 4 donc, qui pourra continuer à s'écrire avec grands espaces dans ces prochaines années. Parce que Grands Espaces a des projets, absolument. Absolument. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail un petit peu du tome 1, dans lequel vous commencez par évoquer votre enfance en Alsace avec vos parents qui vivaient unis. Vous évoquez vos premières expéditions en forêt, partir aux champignons, à la pêche. Vous Ouais. décrivez vite un adolescent qui est passionné d'oiseaux. C'était important pour vous de parler ici de votre enfance? Alors, ça m'a embêté parce que je trouve que c'est pas très pudique. Je préfère garder l'enfance pour moi. Voilà. Euh, mais néanmoins, il y a un cadre et sincèrement, tout le monde m'a dit, il faut que tu parles de ton enfance. Euh, Je vais le faire simple, extrêmement simple. Je suis né d'une famille pauvre. Mon père a été blessé pendant la dernière guerre. Il était le seul à avoir un métier. Il était fonctionnaire municipal et ma maman était femme au foyer. Et donc, j'avais pas d'argent. Voilà. Les soirées, c'était qu'est-ce qu'on mangeait le soir? Oh, ben, c'était déjà des repas d'expé, hein. C'était du café au lait avec le pain dur dedans. Et quand il y avait une orange, moi j'avais droit à des quartiers d'orange, mon papa aussi, ma mère mangeait l'écorce de l'orange, quoi. Oh, non, c'est comme ça, on était une famille pauvre. Donc j'avais pas d'argent, pas d'argent. Et en face de nous, au 21 rue de l'île Napoléon, parce que c'est toujours là-bas, à Mulhouse, il y a l'armée du salut. Alors, je sais que ça ne se dit pas maintenant les clodos, les clochards, hein. On dit les sans-abri, c'est politiquement beaucoup plus correct, hein. Moi, je parle des clochards. Et j'ai aimé les clochards. Enfin, comment dirais-je, ils m'ont ému, ces clochards. Il suffirait que je regarde par la fenêtre, je voyais la pauvreté. Un gars qui a un minimum de cœur et qui voit ça, il a envie de les aider avec de l'argent. Bon, il se saoulait au Kiravi, bon, c'était pas toujours beau à voir, hein. Il y avait des hommes et des femmes aussi. C'est pas toujours beau à voir, mais d'ailleurs par la suite à Strasbourg, je créerai, avant les Restos du Cœur d'ailleurs, hein, une association qui s'appelait Help, Habitation et Logement pour les pauvres, hein. Mais bon, revenons-en à l'enfance. Et je voyais ces clochards. Et donc, et ça, c'est la photo montre effectivement mon grand-père et ma grand-mère qui avaient, eux, une épicerie, quoi. Gibier, volaille, poisson. Voilà. Donc, et ça, c'était au 29 rue de l'île Napoléon, Mulhouse. Bref, tout ça pour dire que euh, comment faire pour aider ces gens-là n'ayant pas le sou? Et puis, je voyais dans cette Alsace, mais tout petit, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 14 ans, je voyais cette Alsace déjà partir, ces arbres tomber. Je voyais cet asphalte, ce béton manger cette belle Alsace, comme il mange de nos jours, toujours, hein. Si on continue au rythme actuel, dans 100 ans, il n'y aura plus un brin d'herbe en France, hein. Donc il est urgent que nos politiques se saisissent de ce problème. Mais bon, bref, et je me suis dit, ben, finalement, c'est en sauvant la nature, en plus j'aime la nature, je vais étudier la nature, et c'est en sauvant la nature que j'arriverai à rendre service aux gens. Voilà. Donc, c'est le début du parcours. Alors, évidemment, bon, il y a des tas de choses drôles là-dedans. C'est vrai qu'en vélo, d'abord, ensuite en mobilette, j'ai parcouru l'Europe, quoi. Je suis allé en vélo en Camargue, je suis allé en mobilette en Autriche, dans le nord de l'Europe. Bon, voilà. J'étais un mec déjà un peu à part à ce moment-là. Mais c'est vrai que je relate des petites anecdotes, mais c'est juste une partie de mon enfance, hein. Il y a une certaine pudeur quand même.
mais je vous ai dit l'essentiel, c'est l'origine, la motivation de cet ADN, qui aujourd'hui d'ailleurs est en partie l'ADN de grands espaces, hein, protéger la nature et être à l'écoute des peuples, si je puis dire, ça ce sont des grands mots. Mais enfin, ça a débuté de manière très simple dans un quartier de Mulhouse, et puis avec des parents qui, le dimanche, m'emmenaient tout simplement aux champignons et pêcher parce que ça améliorait l'ordinaire, quoi. Et c'était génial. On avait du poisson pour 2, 3 jours, et puis les champignons, ben, c'était quelque chose, c'était un luxe d'avoir ça. Enfin voilà, c'est pourquoi je parle un petit peu de l'enfance. Mais comme dit assez rapidement, euh, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais ensuite, le tome 1 est surtout centré sur les premières expéditions. Quoi. Comment on est allé là-bas, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là, là, des vraies expéditions. Euh, Encore une fois, je ne me compare ni à Charcot ni à Victor. Hein. Je me compare bien plus volontiers aux amateurs de pôle actuels et qui vont faire des études de climatologie, etc. Ça, bon, je les regarde avec une certaine condescendance, même si j'apprécie beaucoup leurs travaux. Hein. Mais s'ils n'ont pas leur batterie solaire pour leur ordinateur, s'ils n'ont pas un minimum de confort dans leur tente avec la possibilité de se laver, ils refusent le contrat de recherche. Hein. Mais bon. Mais au milieu, il y avait des gars comme moi et comme mes copains d'expé qui sont partis entre les grandes expéditions polaires françaises et puis les jeunes actuels. C'était quoi les expéditions il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 53 ans? C'était quoi les expéditions? Ben, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans le tome 1. Très bien, merci Christian. C'est toujours intéressant et important de connaître l'origine des choses et le pourquoi du comment. Oui, oui. Donc, j'en viens à demander pourquoi alors quitter l'Alsace? Euh, Pardon pour les Alsaciens. Pardon, pardon, pardon. 3 fois pardon. Pour moi, l'Alsace, ce n'est plus comme autrefois. J'ai passé ma plus tendre enfance, à l'âge de 13 ans. Certains le croiront, ne le croiront pas. Mais j'étais déjà membre, comment on appelait ça? Membre invité ou membre je sais pas quoi. J'étais trop jeune, quoi. Du comité de la Ligue orinoise de protection des oiseaux. D'ailleurs, j'étais déjà très embêtant parce que le président Edouard Chenauer, un jour, m'a dit Kempf, euh, je vous écoute, mais taisez-vous. Je râlais déjà, j'étais déjà un écolo en herbe, quoi. Voilà. Donc, euh, depuis 13 ans, enfin 12 ans, 13 ans, allant grâce à mes parents récolter des tiques, si je puis dire, dans les bois et puis chercher en cherchant des champignons, etc. Mais j'ai vu cette nature disparaître, disparaître. J'ai lutté, j'ai beaucoup lutté. Ensuite, avec des amis, des jeunes amis des animaux et de la nature en Alsace, et notamment avec un homme qui a pris son nom en France à un moment donné, Antoine Lechter, qui a fondé un mouvement écologique, euh, nous avons face à cette disparition de la nature, essayer d'amener du positif. Il a réintroduit les castors, j'ai réintroduit le lynx, mais tout ça, c'est rien, quoi. C'est le rouleau compresseur. Comprenez bien, moi je suis de la génération baby boom, la génération où la nature, c'était res nullius, quoi. Ça n'appartenait à personne. C'était pas res communis, quoi. Hein. Je veux dire, c'était l'endroit où on pouvait tout faire. Et donc, j'ai vu cette nature disparaître. Et maintenant, franchement, pardon pour les Alsaciens, hein, mais regardez vos forêts dans les Vosges, hein, c'est des champs d'arbres pour la plupart. Regardez la plaine d'Alsace, le maïs s'y est implanté, ce qui est une aberration d'une certaine manière, écologiquement parlant, parce que pourquoi il est là? Parce que le maïs a besoin de beaucoup d'eau, et qu'en Alsace, avec 3 milliards de mètres cubes, on a la plus grande réserve d'eau douce d'Europe. C'est pour ça qu'il y a du maïs. Mais hélas, c'est là. Voilà. Il n'y a plus il y a plus de haies, il n'y a plus de grands prés. Et puis à un moment, j'ai pété un câble, comme diraient les jeunes maintenant, et puis je ne voulais pas de cette Alsace. Alors s'il vous plaît, quand même, allez donc visiter l'Alsace. Les villes sont très belles, les villages du Midi sont fabuleux. C'est la surpopulation dans les marchés de Noël, preuve que l'Alsace est belle, que notre Alsace est belle avec ses frais vallons, etc. Je ne vais pas me mettre à chanter ce soir. Mais non, mon cœur est alsacien, mais le cœur, il est brisé. Et c'est pour ça que je me suis installé dans une région fabuleuse. Je le dis à toutes et à tous, hein, fabuleuse, qu'est la Bourgogne. Une- on est au milieu d'un peu partout, hein, mais surtout, on a encore des paysages avec des forêts, des bocages. On a une côte, on a un arrière-pays avec le Morvan de forêt, on a une plaine avec des zones humides. Ben ouais, je ne vais pas dire que ça me rappelle l'Alsace, mais disons, la nature est mieux préservée. Et voilà, c'est pourquoi j'ai quitté l'Alsace.
Et en Bourgogne, on a une nature qui nous offre de bons vins. Et donc, En plus, et en Alsace aussi, hein. en D'ailleurs, Alsace. tout ça, pour la petite histoire, j'en parlerai ça dans le tome 3. Il y a même eu une cuvée Christian Kempf. Voilà. Non, non, on a des bons vins, des bons viticulteurs. Mais bon, honnêtement, les pinots noirs bourguignons sont too much. Alors, vous avez quand même étudié donc à l'université de Strasbourg. Vous avez publié Ouais. à cette époque-là activement dans des revues scientifiques, beaucoup sur les oiseaux, qui était votre grande passion. Et alors, comment à cette époque naît cette attraction pour les mondes polaires, et comment est née cette première expédition dont vous parlez, cette première expédition au Spitzberg en 1973? Ouais. Bon, j'ai été assistant, maître assistant, maître de conférence, inscrit aux listes d'aptitude de professeur, etc. J'ai une carrière universitaire, c'est clair, hein. Mais tout ça, c'est effectivement parti. Et pourquoi les mondes polaires, hein? C'est lié à mon père. Mon père était un homme extrêmement aventureux jusqu'à la guerre, et à la guerre malheureusement lui a supprimé une jambe. Et donc il n'a plus pu marcher. Il m'a donné, il m'a insufflé cette passion. Et puis ensuite, à l'âge de 13 14 ans, je voulais m'inscrire Je me suis dit, il faut que je marche, il faut que je marche. Et mon père m'a dit, oui, il va marcher. En plus, avec des adultes du Club Vosgien. Le Club Vosgien, c'est une association extraordinaire dans les Vosges, hein. 40 000 kilomètres de sentiers, etc., 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 28 000 membres. Bon, bref. Et je me suis dit, ouh là là, il faut s'imaginer le gosse de 14 ans qui voit que parfois il y a 7 heures de marche. Je dis, ça, j'en suis totalement incapable. Mais auparavant même, je voulais m'inscrire au club alpin et j'ai vu qu'il fallait monter à 3000 mètres. Ouh là là, je me suis dit, jamais de la vie, j'en serais capable de ça. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé au club des jeunes amis des animaux et de la nature. Voilà. Bon. Mais c'est sûr que j'étais fasciné par la montagne. Et cette montagne que j'ai retrouvée au Spitzberg. Alors pourquoi le Spitzberg en 1973? Pourquoi cette première expédition? Je dois vous dire avec une certaine sincérité, ben oui, c'est à cause des oiseaux. Voilà, à cause des oiseaux. Tout simplement parce que j'avais parcouru l'Europe. Et vous savez, entre ornithologues, entre spécialistes d'oiseaux, il y avait cette habitude de dire, ah ben j'ai vu 200 espèces d'oiseaux, j'ai vu 300 espèces d'oiseaux. Il y en avait environ 300 en Europe, hein, 265, 280, environ 300 espèces d'oiseaux en Europe. Et donc, c'était une sorte de compétition entre jeunes, quoi. Je veux dire, il y en a qui dit, ah ben, je suis sorti avec 10 filles, il y en a, moi, je suis sorti avec 250 oiseaux. Voilà. C'était ça, ma jeunesse. C'était pas les boîtes de nuit. La première fois que je suis allé en boîte de nuit, c'était en 1992. Suite à un gros échec amoureux, il y a un copain, Patrick, qui m'a emmené dans une boîte de nuit. Je suis resté 1 heure, j'ai pris peur et je suis reparti. Et je suis pas retourné en boîte de nuit depuis. Moi, ma boîte de nuit, c'est les étoiles, c'est le ciel, quoi. C'est les ululements des chouettes ou des hiboux, enfin, etc. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que euh, les oiseaux, donc, ont été ma passion. Et il y avait pas mal d'espèces d'oiseaux que 2, 3 amis qui m'entouraient n'avaient pas encore vus. Et il fallait aller très au nord. Honnêtement, franchement, j'avais aucune idée, pas aucune, j'exagère, mais peu d'idées de ce à quoi ressemblerait le Grand Nord. Et c'est un peu à cause des oiseaux, et presque par hasard, qu'on a choisi le Spitzberg, parce que c'est là qu'il y avait le plus d'oiseaux qu'on n'avait pas encore vus. Alors ça, c'est une chose, hein. Mais ensuite, à l'époque, il n'y avait pas encore de vol entre la Norvège et le Spitzberg. Il y avait juste un express côtier qui allait amener du cargo un petit peu à Longyearbyen, parce que Longyearbyen était géré pas du tout par les Norvégiens. C'était des Norvégiens, mais c'était la grande compagnie charbonnière norvégienne. Il y avait l'argent, c'était pas des couronnes norvégiennes, c'était des couronnes de la société qu'on utilisait, des couronnes, l'argent des billets de la société, hein. Donc c'était vraiment à part. Néanmoins, donc il y avait un peu de cargo quand même pour Longyearbyen, un peu de cargo pour Nualesund, et puis pour arranger, les express côtiers faisaient un arrêt en baie de la Madeleine. Et là, je suis à la limite de la vulgarité, mais j'ai pris une grosse baffe, une grosse gifle. Je m'en suis mis plein la tête. Waouh! La baie de la Madeleine. Avec, on pourrait dire la baie du Roi aussi, quoi. C'est tout ce que je cherchais, quoi. Les glaciers dans les Alpes, dans les trottinés ou scarapatés sur
sur les 3000, 4000 pour être en contact avec les glaciers. Là, je les avais au niveau de la mer. Extraordinaire. Des montagnes déchiquetées par le gel, des vallées noyées par la glace, quoi. C'est ce que je cherchais. Alors évidemment, on a étudié les oiseaux. Évidemment, on a publié des choses, hein. On a été sérieux là dans nos expéditions. On ne voulait pas être des sportifs, donc la seule autre possibilité, c'est d'être des scientifiques. Voilà. Je vous dirais beaucoup de simplicité. C'est comme ça que des gosses sont allés dans le Grand Nord. Voilà. Mais en dehors du fait d'y aller, ben, en ce qui me concerne, je me suis surtout fait une énorme gifle, un truc dans les yeux, quoi. Mais comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, hein. Et c'est pour ça que j'y suis retourné de manière régulière, hein. En 74, bon, l'université de Strasbourg était jumelée avec l'Institut français d'études andines, et donc on nous a envoyé, on ne nous a pas envoyé, pardon. J'étais très heureux de diriger une équipe de 11 personnes en Amazonie. Ouh là là, il fait chaud, il y a des moustiques, et puis non, en 75, je suis retourné au Spitzberg. Donc, et c'est de là que la passion polaire est venue, et puis que chaque fois que je vois un glacier, chaque fois que je vois un iceberg, chaque fois que je vois ces horizons, ben voilà, je suis simplement heureux, comme on peut être heureux avec une femme qu'on aime, comme on peut être heureux dans une vieille maison qu'on a retapée et qu'on aime. Voilà, il y a une sorte d'équilibre et de bonheur à être entouré. Et puis moi, mon environnement. L'une des premières choses que j'ai dites à Marielle quand on est arrivé en Bourgogne, je lui ai dit ça manque de glaciers, hein. Bon, elle n'a pas réussi à mettre des glaciers, hein, si ce n'est des grandes images dans notre maison. Et il y en a aussi dans notre bureau. Mais les glaciers, c'est mon univers, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est allé pour la première fois au Spitzberg en 1973. On était une bande de 9 copains. Le plus jeune avait 17 ans, le plus vieux avait 22 ans. C'est une expédition de gosses, hein. C'était d'autres temps. Et qui dit Spitzberg dit glace, dit oiseau, mais également ours. Et dans votre livre, vous évoquez dès les premières pages ce qui montre l'importance de cet instant dans votre vie de naturaliste, votre premier face-à-face avec l'ours blanc. Après 2 mois Ouais. d'expédition en 75, vous ne l'aviez pas aperçu durant 3 mois non plus en 73. Donc, racontez-nous cette première rencontre avec l'ours blanc, s'il vous plaît. Avec plaisir. Mais juste deux choses. D'abord, qui ne peut pas être ravi par les ours? Parce que, bon, ben voilà, depuis que Theodore Roosevelt a sauvé deux petits ours dans les Rocheuses, ça a fait grand bruit donc aux États-Unis, et c'est devenu l'ours de Théodore, le teddy bear. Et puis on a tous des petits ours dans les poussettes, quoi. Parfois, quand les gens qui poussent des poussettes avec un petit enfant et un petit ours blanc, je dis quand même à la maman, quand je la connais, hein, tu sais que l'ours blanc, c'est le pire carnivore du monde. Enfin, l'un des pires carnivores du monde. Enfin, bon, bref. Continuez à donner des ours blancs et à promener vos enfants avec les ours blancs. Mais, donc, l'ours, c'est une fascination. Certainement, c'est lié à nos gènes presque, aux ancêtres de nos ancêtres de nos ancêtres qui luttaient contre l'ours des cavernes et contre les ours pour avoir l'abri, etc. Donc ça, c'est une première chose, quoi. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, il faut savoir que l'ours a été, en 1973, proche de l'extinction. On pense que maintenant, il y a environ 22 000 ours, mais qu'à l'époque, que potentiellement, il peut y en avoir 50 000, si on n'en tuait pas 1200 par an, hélas, hein. Mais on pense qu'il y avait plus que 7 à 8 000 ours à ce moment-là dans l'Arctique, parce que les trappeurs, par exemple, le Spitzberg, il y a un trappeur qui en a tué 145. Il y avait des excursions de chasse qui étaient faites, etc. Et en 73, il y a eu un traité international qui a été signé et qui a mis la protection de l'ours en avant. Et le Spitzberg, la Norvège, le Spitzberg, gouverné par la Norvège, a interdit la chasse à l'ours. Autant vous dire que l'ours, soit il n'y en avait plus, soit il avait très peur de l'homme. Donc, quelque part, trouver un ours en 73, on en rêvait, mais c'était vraiment la bête rare. Alors que maintenant, quand on va au Spitzberg, on ne peut jamais promettre un ours sur facture, mais bon, on voit des ours, hein. Sur certaines fois. Une fois, enfin, on en voit régulièrement 5 ou 10. Une fois, on en a vu 51. Même au Groenland, on a fait 3 croisières de suite avec au moins 15 ours, quoi. Je veux dire, non, maintenant, des ours, on en voit, la population a repris. Mais à l'époque, c'était rare. Et donc, nous, et puis c'était rare, et puis c'était sur la côte est de Spitzberg, là où il y avait la banquise. Alors maintenant aussi, les choses ont changé avec le réchauffement du climat, parce que on ne pouvait pas aller sur la côte est autrefois, hein, sauf avec un bateau particulier, et que prenaient justement ces chasseurs.
Mais la côte Est était prise par la banquise tout l'été durant, quoi. Hein. Il y avait quelques trous de banquise, mais bon, il y avait la banquise. Hein. Et pour nous, la seule possibilité, c'était de partir de Longyearbyen, donc de la côte ouest, et de marcher. De traverser des rivières, de traverser un glacier, deux glaciers, etc., et d'aller sur la côte Est, et de faire des allers-retours. Au total, on aura marché 750 km en 2 mois environ. C'est long, c'est beaucoup. Moi, j'avais un sac à dos de 36 kilos, je ne pourrais plus le porter maintenant. Enfin, si, le porter, mais plus sur 750 km. Les femmes avaient 27 ou 29 kilos. On était des bêtes à l'époque. Hein. On n'était pas des êtres extraordinaires. Hein. Le partage de l'armée, c'est ça. Hein. Les gens qui sont dans les forces spéciales, ils font mieux que nous. Quoi, hein. Parfois, ils font des marches forcées. Nous, on a fait une marche de 72 km d'une traite, quoi, aussi. Hein. Mais bon, c'est simplement l'entraînement de l'armée aujourd'hui, c'était notre entraînement autrefois. Voilà. Pour vous dire que on a beaucoup marché, et nous va sur la côte Est au fin août. La côte Est du Spitzberg, fin août, à l'époque, c'était déjà de la neige et la banquise. Et là, on a vu des traces d'ours, pas beaucoup, mais une ou deux traces d'ours. Et puis, c'était aussi le moment où on avait encore le droit d'utiliser des vieilles huttes de trappeurs. Les trappeurs, ils venaient de partir, quoi, voilà. Et donc, ils ont laissé leur hutte au gouverneur, et le gouverneur les a ouvertes aux expéditions. Et nous prenions ces huttes comme camp de base, la hutte de Haggard et la hutte de Duner. Donc, distante d'environ 30 km. Une autre hutte non distante, elle aussi, de 20 km de plus. Et nous étions 7. Et là, on s'est mis dans les huttes. Et puis voilà, le temps a passé, on essayait de voir des ours, etc. On scrutait aux jumelles et un puis voilà, une tempête, pendant 2 jours de tempête, et tout d'un coup, le bonheur, malheur pour un phoque, bonheur pour nous, on trouve un phoque mort, tête écrabouillée, peut-être un phoque qui a vraiment mal calculé son coup et qui s'est pris 2 morceaux de banquise dans la tête. Et vous le savez, l'ours mange à 90% des phoques. Les trappeurs, d'ailleurs, qu'on avait rencontrés, nous disaient « Oh, vous faites frire de la graisse de phoque dans une poêle, vous aurez les ours, ils viennent à 20 km à la ronde. » On ne les a jamais crus, les trappeurs. Mais quelque part, ils avaient raison quand même. Ils avaient raison. Bref, ce phoque, on l'a pris, on l'a posé sur la plage et on a posé une tente autour. Heureusement qu'aucun ours est venu, parce qu'un ours immédiatement serait venu vers la tente, et puis il y aurait eu un mort, certainement, ou plusieurs. Bref, rien ne se passe. Alors, au bout de 3-4 jours d'affût, on a pris des très belles photos, et des photos de mon ami Jean-Louis Klein que je publie, et dont la photo d'ours d'ailleurs ici, que je publie dans mes mémoires. Et des photos de goélands de Moët Ivoire, des photos de goélands bourgmestre, etc. On a pris des belles photos d'animaux autour de ce cadavre d'ours, de ce cadavre de phoque. Et puis 2 d'entre nous sont partis au nord. Et là, la surprise, car on traversait 2 glaciers et ils ont vu un ours. Et alors, ils sont revenus une nuit, entre guillemets. Il commence déjà à faire nuit, hein, début septembre au Spitzberg, hein, et puis dans la neige et tout. Ils m'ont dit, on a vu d'autres traces d'ours encore. Oh là là, voilà. Après, ce qu'on a fait, toute l'équipe est partie vers le nord, stupidement d'une certaine manière, parce que les ours marchent bien plus vite que nous. Hein, voilà. Ours, c'est en esquimau, en inuit, en inuit, c'est Nanook, c'est le grand voyageur. Hein, et nous, on est des petits voyageurs par rapport à lui. Mais bon, voilà, on est parti et on s'est dit, pour que l'ours ne prenne pas le phoque, on va mettre le phoque dans la cabane du trappeur. L'ours, il va avoir peur d'une cabane parce qu'il ne va pas dans les maisons, etc. Et on est parti. On n'a pas vu l'ours. Et sur le retour, il avait neigé. Et là, il s'est déroulé un scénario pour moi quasiment invraisemblable. C'est que sur la neige fraîche, je vois des traces d'ours. Alors, qui vont dans une baie où il y a un front de glace, mais on est obligé de monter assez haut sur le glacier pour contourner, pour ne pas se prendre les crevasses du front de glace. C'était assez pénible. L'ours lui a pris le raccourci. De l'autre côté, on retrouve les traces, et les traces dans la neige fraîche viennent vers la hutte. Et l'ours, il est rentré dans la hutte et il a mangé le phoque. Il a mangé notre phoque et il est parti, l'ours. Et on ne l'a pas vu. Oh là là, on était vexés, nous autres. Hein. On a dit, on est des bleus, quoi. On est des naïfs, on est des blancs-becs français. Et on a continué notre affût. Et on s'est dit, allez, on a encore 3 jours, on continue. On était dans cette hutte. On ne sortait que pour, comme on dit, pour monter le fanion. C'est quoi monter le fanion? Ça veut dire que derrière la petite colline, les toilettes en plein air étaient occupées. On mettait un petit fanion quand il y avait quelqu'un dans les toilettes
parce que parfois il y avait 2 personnes dehors, parfois on allait prendre l'air aussi, hein. Et donc, voilà. Et puis, alors pour la petite histoire aussi, je vous ai dit, hein, toute la nourriture, tout, on l'avait sur le sac à dos, hein. Et les trappeurs avaient laissé des boîtes de conserve, l'une ou l'autre à l'intérieur, mais beaucoup étaient rouillées. Il y avait des dépotoirs près des huttes de trappeurs, hein. Et nous, on avait faim. Alors, on ouvrait les boîtes de conserve. Alors, quand il y avait de la viande ou des sardines, on ne les prenait pas. Mais quand il y avait des fruits, waouh! Maintenant, c'est interdit de fouiller dans des dépotoirs de trappeurs. Ce sont des monuments historiques. Et puis, je peux vous dire que moi, j'ai mangé beaucoup de monuments historiques. C'est très bon, les monuments historiques. Il faut en manger beaucoup. Et donc, voilà, pour les petites histoires. Bon. Et ainsi se passait cette vie pendant ces quelques jours. Et puis, un moment, à 4h15 du matin, il y a un copain, Jean-Claude, qui va faire son petit pipi, et puis qui revient, mais complètement ébouriffé, ahuri, et qui dit, ce que vous voyez, ours, les copains. Et c'est là, vous vous imaginez, 3 mois en Zodiac à essayer de trouver un ours en 73, se faire réchauffer en Amazonie, d'accord, une erreur de parcours pour moi peut-être, mais l'Amazonie c'est génial, hein, mais bon, c'est pas mon milieu de vie. Euh, Ensuite, marcher 750 kilomètres et enfin un ours. Vous savez, de nos jours, ça me fait toujours quelque chose au cœur quand des gens, au bout de 3 jours, me disent: Ah, on n'a toujours pas vu d'ours. Mesdames et messieurs, je le sais, vous avez payé pour ça. Et ce n'est pas parce qu'on paye qu'on a tout, hein. On paye souvent pour des choses qu'on n'a pas, hein. Et surtout quand on parle de nature. Mais chaque fois que j'entends cette réflexion, j'entends toujours, hein, je me dis: bah, mon petit gars ou ma petite vieille, tu aurais dû être avec nous. Là, tu saurais ce que c'est qu'un ours. L'ours, c'est le Graal. L'ours, c'est le seigneur du Grand Nord. L'ours, c'est l'animal puissant. L'ours, c'est l'animal que l'on voit peu. C'est pour ça que lors des croisières expéditions, on parle très souvent, on confond des cailloux avec des ours. On regarde partout, partout, partout. Et ce sont des cailloux, ce ne sont pas des ours. Mais ouais, le premier ours, on l'a mérité, on va dire. Et on sent, hein, dans votre discours ici et puis dans votre livre que c'est une rencontre qui vous aura marqué. Ah ouais. Heu, Justement, quelle empreinte, quelle griffe, comme vous le dites si bien dans votre livre, laisse cette rencontre, la rencontre du premier ours au jeune explorateur que vous êtes alors? J'étais toujours très long, là je vais être bref. J'ai envie d'en revoir tout plein d'autres. Voilà. À la fin en 89, j'ai signé un peu la fin de mes expéditions, hein. J'ai créé le groupe de recherche en écologie arctique, qui est maintenant sous le houlette d'un gars qui s'appelle Menas Hitler, a fait des choses extraordinaires et continue à faire des choses extraordinaires dans le Grand Nord. Et il y a également d'autres gens qui font des études vraiment intéressantes sur les mouettes ivoires, etc. Bon, voilà, ce groupe continue. Mais moi, j'en ai abandonné j'ai créé en 78 et j'ai abandonné la présence en 92. J'étais beaucoup trop, je n'allais plus sur le terrain. 89, c'était ma dernière expé. Et c'est là que j'ai dit, en 90, en revanche, c'était le premier grand bateau de croisière que j'affrètais, le Caribou. Et j'ai dit à mes copains, qu'est-ce qui veut venir? Bon, ensuite, j'ai eu évidemment des réactions de rejet. Puis il y en a eu 2, 3 qui sont venus et qui nous ont accompagnés ensuite. Et puis, alors, j'ai eu des réactions diverses et variées. Malheureusement, mon grand ami Raymond Perrin est décédé et il a été enterré la semaine dernière. Et je lui tire mon hommage et je lui redonne mon amitié s'il nous entend. Et Raymond, lui, il a dit: Ah ben, moi j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des douches chaudes tous les soirs. Il a dit, moi maintenant, je te suis, Christian, croisière expert, douche chaude tous les soirs. Ensuite, il y avait Alain Desbrosses, qui est toujours là. Alain Desbrosses, alors, oh, je ne veux pas le dépeindre comme un écologiste, parce qu'il n'est pas écologiste, c'est un homme c'est un écologue, c'est vraiment un connaisseur de la nature, etc. Et lui, il a dit: mais ces milieux sont extraordinaires, il faut les protéger. Ça, c'était sa motivation. Et moi, ma motivation, lors de ce petit tour de table, on était plusieurs encore, hein, c'était: moi, j'ai envie de voir des ours. Donc, je ne sais pas pourquoi. L'ours blanc me plaît. Je ne l'ai même pas vraiment étudié. Si, voilà, j'en ai décortiqué des centaines de crottes d'ours, hein. Mais je l'ai étudié un petit peu, quoi, voilà. Mais je n'en ai pas fait ma spécialité, hein. Ma spécialité dans le Grand Nord, c'était l'écologie des prédateurs et la synécologie des prédateurs, c'est-à-dire comment ça se passe quand les prédateurs n'ont plus rien à manger, quand il n'y a pas beaucoup de lemmings, est-ce qu'ils se mangent entre eux, est-ce qu'ils sont moins nombreux, enfin, etc., etc. C'était plus une spécialité un peu générale sur les prédateurs que sur l'ours blanc. Mais quand je vois un ours, et certains d'entre vous l'ont certainement senti en croisière expédition,
pas dire que je m'identifie à lui, parce que ce serait prétentieux. Mais j'en ai tellement suivi que je les comprends, ces ours. Voilà. Je ne comprends pas les ours qui n'ont pas peur de l'homme, mais bon, voilà. Donc voilà, voilà ce qui m'a laissé ce premier ours, l'envie d'en voir un second. Et animal fascinant, qui plus est. J'aimerais simplement revenir sur un des propos que vous avez tenus. Vous avez raconté avoir marché 750 km durant cette expédition Oui. en 75, la fameuse, avant de rencontrer ce premier ours. Est-ce que c'est la vie d'expédition? C'est autant de kilomètres avalés? Est-ce que c'est coutume dans le métier, si Non, je peux dire? non, non, non. On a été obligé de marcher 750 km parce qu'on a été obligé de faire des allers-retours entre le Longyearbyen et la côte Est pour transporter le matériel à dos d'homme. On a fait le Sherpa, quoi, si je puis dire. Maintenant, si on marche, si on est bien informé et qu'on marche 100, 150 km, on voit des ours. Et parfois même, on voit des ours dans Longyearbyen ou dans. Tiens, je vais vous raconter une petite anecdote qui sera dans le tome 3. J'étais à Nuadesund et j'avais amené déjà un groupe de touristes. Et on était dans le North Pole Hotel, dans l'hôtel polaire. Je vais répondre, Sarah, à votre question, vous en faites pas. Mais j'étais dans le North Pole Hotel. On avait un avion un groupe de touristes, un groupe d'expédition. Et il y avait une cabine téléphonique dans l'hôtel du pôle Nord, qui est à Nuadesund. Et on avait perdu un volet de capot d'échappement, voilà, qui est toujours au milieu de la banquise. Il vaut mieux perdre ça que comme les Américains à tuer une bombe atomique. Voilà. Bon. Mais néanmoins, j'ai dû téléphoner dans la cabine téléphonique du Nord Pole Hotel à l'aéroclub de Coulommiers pour qu'il nous renvoie la pièce. Ce n'était pas une pièce maîtresse, c'était une protection d'échappement, c'est tout. Donc l'avion pouvait voler. Pourquoi on avait un avion? À l'époque, c'était permis, et pour les scientifiques a fortiori, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent en bord de côte, mais pour éviter le renard polaire et la prédation de bord de côte, il y a des oiseaux qui nichent à l'intérieur des terres. Et ça ne sert à rien de dénombrer les colonies d'oiseaux et de dire il y a 500 000 mouettes tridactyles si, par exemple, on n'a pas dénombré à l'intérieur des terres. Donc, on y allait à ski, etc., etc. Mais en avion, c'était tellement pratique. Donc, on a fait venir 2 étés de suite des petits avions de France. Et puis voilà, on avait notre avion, et puis on avait la pièce qui manquait, et puis moi, je téléphonais. Et puis, au moment où je téléphone, tout d'un coup, je regarde par l'extérieur, par la petite fenêtre de la cabine téléphonique, et je vois 2 Norvégiens en combinaison orange qui courent. Ah, un Norvégien qui court vite, c'est assez rare, quoi. Et je regarde derrière le Norvégien, il y a un ours au milieu de Nuadesund, quoi. Et c'est là que j'ai dit au téléphone, je vous quitte parce qu'il y a un ours. Ça, c'est d'abord pour vous dire que il y a des ours qui sont parfois au milieu de la ville, à Longyearbyen ou à Nuadesund ou ailleurs. Ça arrive régulièrement dans les communautés inuites ou ailleurs. Et imaginez la panique de mes collaborateurs, et notamment des gens, ils étaient persuadés que j'avais été mangé par un ours, quoi. Ma dernière parole, c'était « je vous quitte, il y a un ours ». Et puis, alors ça a été des coups de téléphone jusqu'au moment où j'ai dû rappeler en disant « non, non, moi je suis en bonne santé, il y a juste un ours qui passait ». Alors, pourquoi tout cela? Pour vous dire que maintenant, si vous marchez 100, 150 km, vous en voyez des ours. En revanche, à l'époque, c'était quoi la vie d'expédition? C'était d'abord, faut marcher. C'est comme quand on marche dans les Alpes, quand on fait des longues marches. On fait très attention. On caresse ses mollets. On fait attention qu'il n'y ait surtout pas d'ampoule. Ensuite, évidemment, on se protège du froid simplement avec des bons sacs de couchage, avec un tapis de sol et avec une tente la plus isotherme possible. En été, il ne fait pas très froid, je peux dire, vous le savez, maintenant il fait carrément chaud, il fait 15 degrés, 20 degrés parfois. À l'époque, il faisait 10 degrés, quoi. Ça allait très bien. Et puis on se laisse un peu aller, parce qu'il y a le jour permanent et les couleurs. Le soleil est quand même plus proche de l'horizon la nuit, si je puis dire. Donc il est clair, et les couleurs sont un peu roses, un peu jaunes, un peu chaudes, si je puis dire. Et à ce moment-là, c'est fabuleux, quoi. Et donc, on glissait en expédition, on glissait vers un rythme de 32-34 heures d'activité, avec 9 heures de sommeil. Donc, c'était un rythme très efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on buvait? De l'eau, de l'eau sur place. On n'avait pas de quoi emmener de l'alcool ou des choses comme ça.
comment on se lavait? Ben, j'ai une barbe, ma barbe date des expéditions, quoi. Parce que je voyais les autres qui devaient se faire de l'eau chaude, et de l'eau chaude, on ne peut pas emmener des camping-gaz, c'est trop lourd. Donc on prend du bois de feutage, avec un couteau, on fait des petits morceaux, puis on allume ça, et puis franchement, gaspiller du bois pour se raser, c'est long, hein, voilà. C'était tout un cérémonial pour certains, mais bon, ils étaient beaux, voilà. Moi, j'ai laissé pousser la barbe à ce moment-là, et puis elle ne m'a pas quitté depuis ma première expédition. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Vous savez, en expédition, il y a, en 84, j'en parle d'ailleurs dans le tome 2, lors de la dernière expédition, pas la dernière, que dis-je, lors de la dernière expédition dont je parle dans le tome 2, ben oui, là, cette image montre, par exemple, une hutte de trappeurs, et puis on était un peu trop nombreux, donc on a mis une tente, et puis on l'a protégée des bourrasques de neige par un petit mur de neige, quoi. Et donc, ben, la vie d'expédition, tout ça, et alors, il y a en 84 plusieurs instituts de biologie, de psychophysiologie qui sont intéressés à nous. Alors, ils se sont dit, mais de quoi peut-on bien rêver quand on est perdu comme ça pendant 6 mois? Des expériences avaient été faites avec Michel Siffre dans le noir, hein, et nous, c'était dans la lumière continue. Mais de quoi pouvons-nous rêver? Mais figurez-vous qu'une bande de gars, une bande de bonhommes ne rêve pas de femmes, mesdames, navrées, mais on rêve de bonne nourriture. La nourriture, c'est essentiel. Et les repas sont en fait des moments d'échange entre l'équipe. C'est des moments, comme en entreprise d'ailleurs, souvent, ce sont des moments où on échange, où on partage d'ailleurs, parfois au sens réel du terme. Et puis, ce sont des moments aussi où l'on parle. D'ailleurs, on nous a enregistrés aussi, et puis c'est des gens qui parlent plus ou moins longtemps, etc. Je ne savais pas qu'il y avait l'expression terroriste verbal, les gens qui parlent plus de 40 secondes à la minute, hein. Mais bon, on nous a beaucoup étudié, on nous a beaucoup étudié. Bref, et tout ça pour dire que, à nouveau, les repas sont vraiment importants. Alors, les repas, on avait quoi comme repas? Ben, on avait évidemment, alors on avait soit du pain biscuit. Alors, je vous le déconseille, hein. C'est horrible. Moi, j'ai perdu une dent, et puis il y a plusieurs copains qui ont perdu des dents avec ça, hein. Ça, c'est le pain des pilotes, pilot bread, le pain des pilotes canadiens, américains. Ensuite, on a tout lyophilisé. Alors ça, c'est génial, c'est facile. J'aurai l'occasion de vous en parler peut-être lors d'un autre webinaire. On a été soutenu par l'armée française, puisque en 77, j'ai reçu le prix de l'exploration des mains du président de la République. Et suite à ça, l'armée française et le chef d'état-major particulier, M. Valéry Giscard d'Estaing, nous a déroulé le tapis rouge, hein. Donc, on avait des rations de l'armée, etc., etc., honnêtement très bonnes, hein. Les gars de l'armée, je les admire, hein, mais ouais, ils ont des bonnes rations, elles sont bonnes, hein. Et donc, on mangeait ces rations, et puis, etc. Et de temps en temps, on avait, alors le nec plus ultra, une boîte de cassoulet, ou une boîte de choucroute, ou une boîte de ceci, ou une boîte de cela, quoi, voilà. Et puis, on faisait de temps en temps notre four polaire. On creusait dans le sol, pas facile, parce que le sol est gelé. Et il fallait plusieurs jours, hein. Il fallait le dégeler au fur et à mesure. Et ensuite, on mettait des cailloux, de la terre. Ensuite, vous prenez de la farine, de la levure, des œufs en poudre, vous étalez la pâte, vous mettez. Alors, on n'avait pas de sauce tomate, on avait simplement de la sauce tomate en poudre, mais enfin, on va mélanger avec de l'eau, des lardons. Ça on avait, enfin des barres de lard qu'on mettait très loin à cause des ours, ça. Mais voilà. Évidemment, du fromage fondu qu'on avait en lame, ou alors la vache qui rit, hein, les fromageries Bell. D'ailleurs, on a guidé Monsieur Bell, François Bell, au Spitzberg, hein, on s'est bien connus, François Bell et moi. Et donc, Babybel nous donnait beaucoup de vache qui rit, hein. J'ai été élevé à la vache qui rit, moi, hein. Enfin, en expédition, du moins, c'est pour ça que je n'en mange plus maintenant. Et donc, vous mettez tout ça, et vous mettez ça au four, ça vous fait une pizza, vous vous rendez compte? Une pizza polaire, une pizza dans ces paysages, quoi. Donc voilà, on prenait du temps lors des repas. Repas et préparation de repas, ça nous prenait 3 heures par jour, quoi. C'est un moment très important, les repas. Dans une expédition, ça soude, ça nourrit, et ça fait bien rire parfois, parce qu'il y a un de nos gars, je me souviens, qui avait fait un magnifique riz au lait avec avec des petits gâteaux, etc. Il avait mis tout ça, c'était l'été, hein. Il avait mis tout ça sur une petite mare, enfin sur une petite mare, sur un petit lac. Et puis il y a eu un coup de vent, puis le dessert s'est retrouvé au milieu du lac et on n'a pas pu le chercher, quoi. Et il doit toujours voguer quelque part au Groenland, là, autour, dans un lac. Donc voilà, la vie d'expé, puis la vie d'expé aussi, il faut le dire, je terminerai peut-être par ça, c'est avant tout savoir composer, hein.
une équipe. Vous savez, les gens qui me connaissent, ils savent que, à l'instar des équipages d'Air France ou autres, je tutoie facilement. Ils vont pas tutoyer, par respect. Mais en exprime, on se tutoie, quoi. Je veux dire, on se voit à poil tout le temps. Donc, on va pas, hommes et femmes, voilà. On se connaît parfaitement. Par exemple, moi, j'étais excellent au zodiaque. J'étais un chef pour traverser les grands torrents. J'étais excellent. J'étais très mauvais dans l'alpinisme. J'étais bon pour la marche, mais il y a des choses pour les glaciers. Je suis bon pour les glaciers, mais il y en avait des meilleurs, des bien meilleurs que moi pour la traversée de glaciers. Donc, on se connaît, vous voyez, et il faut qu'on se respecte. Le tutoiement n'est pas une familiarité, c'est parfois une marque de respect. Quand on sait que votre vie en expédition dépend de l'autre, à ce moment-là, vous ne dites pas veuillez avoir l'obligeance de passer en premier sur ce torrent. Tu testes et puis si ça passe, on y va tous. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est tout ça. C'est avant tout savoir vivre en équipe, savoir gérer une équipe aussi, savoir passer sur les pics, les moments de crise. Sincèrement, il n'y en a pas eu beaucoup. Je dois vous dire avec beaucoup de sincérité, je ne me souviens même pas. Il y en a certainement eu. Mais voilà, tout doit être arrondi. L'important, c'est l'objectif et c'est de rester ensemble pour cet objectif. C'est une leçon de vie, une expédition. Pas les croisières expéditions. Croisières expéditions, chacun reste dans sa cabine, on se retrouve, tout le monde est tout autour de la table, ensuite on fait des trucs sympas en zodiac, c'est génial, génial. Venez à la croisière expédition, venez, venez. Mais c'est pas la vie d'expédition, quoi. La vie d'expédition, ce sont d'autres critères. Merci Christian. Alors, on sent parfois, quand vous êtes à bord justement de nos expéditions Grands Espaces, vous avez parfois un peu l'envie, j'ai le sentiment que d'essayer de faire revivre ces grands moments de Ah vos oui. expéditions à vous. Alors jamais, comme vous le dites, ça ne sera jamais pareil, mais vous organisiez à l'époque des grands raids solitaires en Zodiac. Parfois, vous en organisez à bord de nos bateaux. C'est pour ça que voilà, je me permets de me dire que vous essayez de faire revivre ces moments d'expédition. Et comment alors se déroulaient à l'époque ces grands raids zodiaques que vous réalisiez? Il y a une part d'inconscience. Quand on a ramené un fusil en 1978 au gouverneur, c'était le gouverneur qui donnait les fusils à cette époque-là, hein, qui les louait. Enfin, qui les louait, oui, qui les louait, je crois. Quand on lui a raconté qu'on est parti de Longyearbyen pour aller à 80 degrés nord sur l'île de Moffen, le gars, il a dit c'est culotté quand même. Vous avez fait ça. Et ensuite, quand on lui a raconté qu'on est allé jusqu'à Inlupen, ouais. Donc, il y a une part, ouais, une part pas du courage, mais d'inconscience. Mais je retrouve ça dans l'entrepreneuriat, hein. On entreprend, voilà. Et puis, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone mobile, les téléphones satellites, la VHF. On était seuls. Moi, vous savez, si je suis si impressionné par le nord-est du Groenland, c'est d'abord parce que c'est infiniment beau, hein. Pour moi, c'est la plus belle région de l'Arctique, hein. Pour Victor, c'est le plus bel endroit du monde. La plus belle région de l'Arctique, le nord-est du Groenland. Mais bon, c'est aussi parce que je me suis senti oppressé par la beauté presque, par la magnificence du paysage. Je m'explique, 400 km dans un petit commando 4, c'est 2 fois plus petit que les bateaux qu'on utilise nous sur les bateaux de croisière expédition, les Zodiacs. Juste un moteur 25 chevaux, le bateau, 3 jours de vivre, et puis il fallait rallier le camp de base, faire une expé lointaine pour ressourcer les bernaches, etc. Enfin, les bernaches, les oies qui nichaient dans les rochers, voilà. Et, et je l'ai fait en solitaire. Et à ce moment-là, j'étais près de l'île d'Ella, dans le fjord du roi Oscar, et c'est là que je voyais ces falaises. Je me dis, mais s'il m'arrive quelque chose, je suis mort, quoi. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est très beau, mais c'est infiniment plus puissant que vous. Et c'est là qu'on se sent petit, 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 petit. Et que véritablement, l'expédition prend. Là, on peut parler d'expédition. Alors évidemment, je suis très heureux qu'il ne soit jamais rien arrivé. On avait pris les devants. Quand on s'entraînait en expédition, on avait notre médecin d'expédition. Et puis, par exemple, pour une opération de l'appendice, au début, j'exigeais que les gens soient opérés de l'appendice, mais
moi, je n'ai jamais été opéré de l'appendice et donc je ne peux pas exiger ça longtemps de tout le monde. Mais donc, on pouvait même, enfin, on simulait une opération, c'est simulé, enfin, qui tient les bras, qui met les produits, enfin, par rapport aux chirurgiens qui opéraient, quoi, aux médecins chirurgiens d'urgence qui pouvaient opérer. Parce que les secours, c'était perpète, comme on dit, hein. Voilà. Donc, oui, il y avait dans ces premières expéditions, il ne nous est jamais arrivé de grave. Et pourtant, on en a fait des choses, hein. On a fait des records en ULM, on a fait des records oui, vous le voyez, de traversée de calotte, etc. Mais on a été chanceux. Mais chanceux, la chance, ça ne s'écrit pas. La chance, ça se provoque. C'est-à-dire, on a toujours été extrêmement prudent, quoi. Extrêmement prudent. Vous savez, je ne me compare pas aux grands, hein, mais la grosse différence qu'il y a eu entre Amundsen et Scott au pôle Sud, c'est que Scott était sûr de lui. Une grosse expédition anglaise en 1911, wow, le pôle Nord, le pôle Sud, pardon, ne peut pas nous échapper. Et Amundsen, lui, il a appris du Grand Nord. Il a appris que s'il y a une fenêtre, il faut y aller. On peut faire des choses les plus folles, à condition de bien cerner. C'est un petit peu la leçon d'Amundsen qui a été la nôtre, qui était la mienne en tant que chef d'expédition, c'est que parfois, il faut savoir rester dans la lutte, laisser passer le blizzard. Et puis tant pis, on tape la belote, on note les observations, on se raconte des histoires. Et quand il y a une fenêtre, là, on y va. Et au retour, on se dit, oh, vous avez fait ça? Ben oui, parce qu'on a réussi. C'est un peu les croisières expéditions aussi. Et puis, peut-être que je termine par ça, j'en sais rien. Mais vous savez, quand on vous emmène en croisière expédition, on paraît cool. Il y a le programme A, le programme B. Parfois même, il y a des gens qui nous disent, oh, c'est mal préparé parce que vous improvisez. Ouais, oui, on improvise. Mais l'improvisation, c'est un luxe qu'on ne peut se permettre que si on connaît tout. Si on connaît le lieu A, le lieu B, le lieu C, jusqu'au lieu Z. Et à ce moment-là, on a le choix. Et ça aussi, c'est l'expédition qui me l'a appris, c'est que pour faire des choses extrêmes, il faut être extrêmement bien organisé. Dès le début, dès la France, si vous saviez le nombre de fois qu'on a compté nos rations de survie, le nombre de fois qu'on a les calculs, les calculs d'essence qu'on a fait en Zodiac, etc. Ouais, j'espère qu'une partie de cette aventure, j'arrive à la faire revivre à certains d'entre vous, évidemment dans un monde bien plus confortable, avec des âges qui sont le mien aussi, hein. Moi aussi, je ne me déplace plus comme avant, mais c'est toujours le même entrain et le même enthousiasme. C'est vrai que l'improvisation laisse aussi la place à la liberté et la liberté, Dieu sait qu'il y en a au Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard. Et à la lecture de vos livres, je m'interroge sur comment était le Spitzberg de 73 par rapport au Spitzberg que l'on connaît aujourd'hui, que l'on continue Ouais. d'explorer de nos jours avec grands Alors, espaces. je dirais deux choses. Enfin, Longyearbyen et le Spitzberg. Longyearbyen d'abord, c'était un fatras, un fourbi de vieux véhicules, de trucs en bois. C'était la Store Norske Coal Company qui employait 700 personnes et qui avait ses propres bus, sa propre monnaie. Le gouverneur n'était qu'une pièce rapportée, chargé d'administrer. Voilà. Donc, c'était absolument pas propre et net comme maintenant. Il y avait 700 personnes, il n'y en avait pas 3000. Enfin, hein, donc, c'était longuement était terriblement différent. Il y avait une piste d'avion, mais il n'y avait que des petits avions qui pouvaient s'y mettre, hein, dans la Dondal, hein. Mais puis, c'était très rare qu'un avion se pose, très, 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 très rare. Et puis, il y avait le Spitzberg. Au Spitzberg, trois choses. D'abord, autant j'ai aimé le Spitzberg, je le dis franchement, dans les années 70, autant là, au mois d'août, je suis triste quand je vais au Spitzberg. Parce que même moi, dans ma petite vie, pendant ce demi-siècle, j'ai vu la neige partir, j'ai vu les glaciers partir. C'est évident que les glaciers étaient infiniment plus puissants. Et moi, j'ai ça dans ma tête, quoi, hein. Quand je suis en baie de la Madeleine, en baie du Roi, partout, et puis dans les autres baies, dans les autres fjords, là, ouais, c'est des morceaux de glace qu'on voit. C'est encore très, très spectaculaire, je vous l'accorde, hein. C'est aussi pour ça que je préfère le Groenland où la glace est plus puissante. Mais néanmoins. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la faune. Les trappeurs, l'homme a tout tué. Lagopède, eider, renard polaire, ours. Maintenant, au Spitzberg, bon, c'est pas le Kenya, mais ça grouille de partout. Je veux dire, on peut garantir à nos participants de voir des rennes, de voir des renards polaires, de voir beaucoup d'oiseaux, évidemment.
évidemment, de voir l'un ou l'autre ours. Donc, oui, la faune est revenue, les baleines sont revenues. Moi, j'ai vu aucune baleine lors de mes expéditions, même mes premières expéditions. Grâce au moratoire sur la baleine, les baleines sont revenues. Et tout ça, c'est un formidable message d'espoir, de protection de la nature. C'est comme nos rivières. Dans le temps, on ne pouvait même plus s'y baigner tellement c'était sale. Et puis, à partir du moment où la loi pollueur-payeur est rentrée dans la pratique, ben maintenant, on peut de nouveau se baigner. Maintenant, il y a du saumon qui remonte l'Allier. Maintenant, on peut de nouveau se baigner dans les rivières. Quand on est actif en termes de protection de l'environnement, c'est pas du jour au lendemain, mais quand on prend la bonne direction, on y arrive. Il faut y penser à ce dont on parle, hein, pour le réchauffement du climat. On est très mal barré, mais si on prend la bonne direction, tôt ou tard, on y arrivera. Ça mettrait évidemment 50 ans ou un siècle, on ne sera plus là pour le voir, mais c'est la bonne direction. Donc, simplement pour vous dire que au Spitzberg, donc, les glaciers ont vraiment disparu, pardon, sont devenus plus petits. Et puis d'un autre côté, la faune. Et je termine par ça, la troisième chose, il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait personne. Figurez-vous que l'été 78, j'avais mon camp de base entre Björnhamna, là, qui est entre Fitzgerald et la baie de la Madeleine, et en baie de la Madeleine. On a dû croiser, 5, 6, 7 bateaux, c'est tout. Maintenant, il y en a 300, 400, 500. Voilà, des escales de bateaux. Et heureusement, parce que le tourisme polaire, c'est un tourisme parmi les plus surveillés du monde. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de surtourisme. Vous le savez, maintenant, au Spitzberg, il y a des endroits où on ne peut plus débarquer qu'à 36 ou à 40. Donc, c'est très bien géré. Mais à l'époque, non, il y avait personne. Pour moi, c'est ça la grosse différence. Maintenant, au Spitzberg, il faut trouver sa place. Avant, le Spitzberg, il vous écrasait, mais il vous montrait sa vraie dimension. Merci, Christian. Alors justement, vous parliez un petit peu d'écologie et tous les travaux scientifiques que vous menez alors lors de ces expéditions, pardon, avec votre équipe, vous conduisent, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, à fonder en 78 le groupe de recherche en écologie arctique, le GREA. Oui. Pourquoi avoir fondé ce groupe à l'époque? Honnêtement, à l'époque, ce n'était pas une question de pure écologie militante, hein. C'était simplement parce qu'on avait du matériel d'expédition. On avait des sponsors, je pense à Yamaha, et je les cite, hein, Zodiac, nous testions le matériel pour Zodiac, et il y en avait d'autres. Et donc, plutôt que de mettre tout ce matériel à mon nom, hein, ce qui aurait été déplaisant par rapport aux participants et déplaisant même socialement, on a fait une association. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est comme une équipe de football, quoi. Je veux dire, quand on est nombreux, on s'entraide, etc. Et c'est avec ce groupe de recherche en écologie arctique que d'un côté, donc, on a fait des recherches, et puis surtout qu'on a amené, parce qu'on payait. Hein, jusqu'en 89, j'ai payé pour aller dans le Grand Nord, hein, pour aller. On s'endettait. La première expédition, mes parents sont endettés malgré leur petit salaire, et les parents de tous les participants sont endettés. Et ensuite, évidemment, on avait des plis philatéliques, on tournait des films. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés par mon ancienne femme, par Pierre Mann, qui était un remarquable cinéaste dans nos expéditions, surtout celle de 78, par Michel Terrasse, Martial Beauce. Enfin, on a eu plusieurs cinéastes et nos films ont fait le tour du monde, hein, des télévisions, hein, à cette époque, je dirais. Et donc, comme dit, l'écologie, nous en étions, on l'avait dans le corps, on l'avait en nous, quoi. Hein. Mais au début, le groupe a été formé simplement pour une question purement pratique, quoi. Ensuite, évidemment, grâce à ce groupe, grâce à cette équipe, le travail de terrain s'est poursuivi. Et puis d'un autre côté, haut et fort, nous avons lancé les premiers cris d'alarme. Premiers cris d'alarme au travers de grandes nuits polaires qu'on organisait, au travers de conférences, on a fait des centaines de conférences. Vous savez, une dernière anecdote, c'était l'an dernier. Je reçois en début d'année un petit mot, un petit mail de la part d'un homme et qui me dit moi, je me souviens de vous, mais vous vous souvenez certainement pas de moi. Je me présente, je suis le président des anciens de l'amicale, des expéditions polaires françaises. Et si je suis allé en Antarctique et dans les régions polaires, c'est parce qu'un jour, il y a un Christian Kempf qui est venu à l'école et que j'étais à Schiltigheim, près de Strasbourg. Schiltigheim était une des municipalités qui nous a donné très exactement 3 000 francs par an. Voilà. Pour ensuite aller faire des projections de
de diapositives, des fondus enchaînés avec les 4 saisons de Vivaldi. Mon Dieu, j'en ai passé du temps. Je suis endormi souvent lors des conférences, spécialement on en faisait. Enfin bon, bref, pour vous dire que cet homme m'a dit, ben, moi je me souviens de vous, et c'est vous qui m'avez donné envie d'aller là-haut. Ben, vous savez, c'est ça qu'on a fait aussi, le groupe de recherche en écologie arctique. Hein. On a passionné des gens qui parfois ont fait leur carrière, modestement, sans même nous le dire, ou brillamment, sans même nous le dire, et puis parfois simplement des gens qu'on a sensibilisés au Grand Nord. Donc le terme d'écologie, il faut le prendre au sens le plus scientifique du terme. À l'époque, ce groupe, je l'avais installé à l'Institut botanique de l'Université de Strasbourg. On avait un grand bureau. Et oui, c'était vraiment l'écologie, quoi. L'écologie au sens scientifique du terme, pas au sens écolo du terme politique dévoyé qu'on a de nos jours. Merci Christian pour ce point sur le groupe de recherche en écologie arctique. Et moi, je vais continuer, donc reprendre ce que vous aviez dit Oui, avant, en parlant d'expéditions que vous avez menées en 84 sur, je crois, 6 mois. oui. 11 personnes composaient donc ces expéditions au nord-est du Groenland. Je crois que vous avez parlé également d'un ULM. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment cela Oui, s'est passé? en fait, le nord-est du Groenland, il est pris par la banquise jusqu'à mi-juillet, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de neige jusqu'à début juillet. Or, les oiseaux, et notamment les bernaches nonnettes, ces oies, et d'autres oiseaux qui nichent dans les falaises, le faucon gerfaut notamment, euh, sont là à ce moment-là. Et nous, les années précédentes, on marchait. Ouais, on avait l'habitude de marcher. Hein, on a arrondi nos mollets avec ça. Hein. Et à un moment, j'ai été contacté par l'homme qui était à l'époque champion de France du LM. Vous savez, il y avait le Tour de France en ULM, Serge Varsa, qui me dit, voilà, moi j'ai vraiment envie d'aller dans le Nord. Il y avait un autre gars, un copain, un Nicolas Hulot, et qui est allé avec Nicolas Hulot, Hubert de Chevigny, au Groenland l'année suivante. Et puis donc, c'était dans 84. On a emmené Serge Varsa, et Serge Varsa, c'était un compétiteur. Hein. Et alors, évidemment, il a fait ses records en ULM, records d'altitude, records de ceci, records de cela, mais surtout, l'ULM, pour nous, il y avait 3 choses. L'ultra léger motorisé, donc une aile volante. Premièrement, c'était une garantie au cas où il y avait un accident. On pouvait rapatrier rapidement. Deuxièmement, ça nous permettait de transporter parfois notre matériel plutôt que de l'avoir sur le dos. En clair, ce qui est 50 km, c'était pas du tout un problème hein, sur la banquise. Surtout quand on n'avait rien sur le dos, c'était un plaisir, c'était un bonheur. Et sur la banquise, ça glisse, quoi. Donc, c'était de la logistique. Et enfin, dans certains endroits peu accessibles, enfin, certains endroits, pardon, dans la plupart des endroits peu accessibles, là, ça nous a permis de recenser ces colonies d'oies. Alors, il y avait Serge Varsac, qui était un petit peu assez costaud, puis on avait une fille extraordinaire, Lucienne Villemé. Elle était en couple avec Olivier. Elle est toujours très active, d'ailleurs, en protection de la nature. C'est une des responsables du Fonds mondial pour la nature à Madagascar. Oh, elle est allée se décongeler, hein, comme Victor est allé se décongeler à Bora Bora et puis Ril en Indonésie. Voilà, souvent des polaires vont se décongeler au chaud après. Hein. Mais bon, Lucienne, elle était très légère et c'était elle qui comptait. Serge, lui, pilotait l'ULM et puis elle comptait. Et c'est comme ça qu'on a étendu considérablement le champ de recherche. Donc, au début, il y avait un côté un peu. Ouais. Enfin, non, dès le début, il y avait le côté recherche. Bon, accessoirement, il y a eu le côté un peu événement de cette ULM et qui nous a permis d'effrayer la chronique et de tourner un film qui n'est plus présenté maintenant, mais qui s'appelle Une aile au Groenland, puisque c'était une aile volante et qui montre un peu. C'est parmi les autres films. Ovibos, le film, Vegasund, le film. Chercheur d'oiseaux, enfin, ou 80 degrés de latitude nord. Enfin, on a tourné pas mal de films. Hein, et l'ULM nous a donné l'occasion aussi de montrer un peu ses exploits. Mais ce n'était pas l'ADN du GRIA, du groupe de recherche en écologie arctique. C'est un groupe de chercheurs et qui continue d'ailleurs ses recherches actuellement. Je l'ai dit, avec deux, trois têtes qui sont bien faites et bien pensantes. Voilà. Et alors moi, je voudrais revenir pour peut-être un petit peu
presque conclure cette interview. Dans votre bouquin, au début, lors de votre vous parlez de vos premières expéditions en 73 et vous côtoyez à ce moment-là un petit peu le monde des croisières, parce que je crois que vous partez, à bord Ah ouais. d'un Oui, oui. c'est un monde, vous racontez, qui vous semble un petit peu, déconnecté du vôtre alors, à ce moment-là? Ah ouais, ouais, ouais. Complètement, complètement. Vous savez, alors pourquoi? Je vous ai dit que 5-6 fois, il y avait des bateaux. Et en 1973 et 78 d'ailleurs, les commandants des express côtiers m'ont fait signer un papier comme quoi ils ne s'engageaient pas à nous rechercher. Voilà. C'était pour se débarrasser d'un problème. Le problème, c'était nous, hein. Voilà. Et de nos jours, c'est impossible. Mais je publie d'ailleurs dans mon livre un télégramme, enfin quelques échanges de ce type qui étaient cocasses. Et puis, en revanche, nous savions qu'un bateau, le Britannice pour être précis, devait passer à telle date et il était prévu qu'on embarque à bord. Alors, imaginez-vous, voilà, une bande de 9 copains hirsutes, pas trop lavés, hein, euh, parkas déchirés. Alors, pardon, hein, c'est horrible ce qu'on a fait, mais à l'époque c'était permis, avec tout plein de bois de renne, des vertèbres de baleine, là où l'autre crâne de morse. Attends, oh là là, faut surtout pas le toucher, mais à l'époque, bon, voilà. Et même nous, on a tous fait des bêtises quand on était jeunes, hein. Bon, voilà. Bon, embarquant avec voilà, dans un monde de luxe qui est toujours le même monde, hein, celui des croisières. Ouh là là! Alors évidemment, c'était génial. Pour les gens, c'était génial parce que le commandant, il venait au secours d'une expédition, même si c'était très programmé, quoi. Et puis, oh là là, du coup, tous les croisiéristes étaient des porteurs de secours, quoi. Donc ça, c'était la mise en scène, je dirais. Et pour nous, c'était bien pratique parce que ça nous permettait de revenir ensuite sur le continent, c'est-à-dire sur la Norvège. Mais pendant ces jours, je me souviendrai toute ma vie d'une dame, oh, une jolie petite dame, âgée, une jolie petite dame. On était sur le bastingage, moi je regardais, je veux pas la larme à l'œil, mais disons, je regardais entre guillemets la larme à l'œil s'éloigner les paysages du Spitzberg. Et cette dame, elle s'est mise à côté de moi. Elle m'a dit, mais vous étiez combien de temps au Spitzberg? Je dis, oh là, 3 mois. Et elle me dit, elle me sort un peu en persiflant, ça se sent. Ah, d'accord. Alors, bon, on était à l'air frais. Pourtant, bon, je suis allé dans la douche. Je me suis douché. Puis le lendemain matin, je la retrouve, la dame, dans un salon. Et elle se met debout à côté de moi. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait au Spitzberg, là? Alors, bah, je n'avais pas envie d'être gentil. Hein. Je n'ai pas dit, j'ai étudié les oiseaux, on a fait des trucs comme ça. Non, non, j'ai dit, j'ai fait de l'ornithologie. Oula, qu'est-ce que je n'avais pas dit? Elle a réfléchi, elle dit, mais alors vous avez trouvé beaucoup de pétrole? Et ça m'a montré le monde qu'il y a. Et qu'en 1985, un gars dont malheureusement je ne me souviens plus du nom, mais c'était les croisières paquets étaient encore à Marseille, j'ai fait le déplacement de Marseille, j'étais recommandé par Louis Ray, qui était professeur de l'université d'Alaska, qui a écrit le livre Groenland d'univers de cristal et qui faisait des conférences sur paquets. Mais il ne pouvait plus le faire. Et puis, il m'a recommandé. Et je suis allé voir un entretien d'embauche, somme toute, pour être conférencier sur les croisières paquets. C'était mes premières conférences sur le Grand Nord, sur des bateaux de croisière. Et j'ai vu le gars, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas à la hauteur. Moi, l'expérience des bateaux de croisière, voilà mon expérience, quoi. Voilà. Et puis moi c'est les bottes. Ah oui, j'ai oublié de dire que là, dans nous, Daniel Pfeffer, on faisait souvent des feux de bois de flottage pour sécher nos bottes, quoi. Puis de temps en temps, il y avait des accidents. Et puis Pierre, heureusement, je dirais, il a brûlé la botte droite et sa chaussure gauche. Mais donc, nous voilà pas montés en déguenaillé avec au pied, dans un pied une botte, l'autre pied une chaussure de montagne. Enfin, vous voyez l'air qu'on pouvait avoir. Et tout ça, ça représentait la science avec j'allais presque dire avec un C, enfin avec un S majuscule, la science française. Ça a changé depuis. Les gens du CNRS qui vont là-haut, maintenant, ils sont bien entretenus, ils mangent bien, ils ont des douches chaudes tous les soirs. Mais néanmoins, c'était l'époque. Et donc, j'avais pas envie d'être sympathique avec cette dame, et puis je l'avais dans ma tête lors de cet entretien. Et le gars me dit, mais c'est ça que je veux. Moi, je veux pas des gens qui viennent faire des conférences comme on fait une conférence à l'école ou dans une salle. Je veux des hommes de terrain. Et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à monter sur les bateaux de croisière, que j'ai commencé à avoir un pied et ma tête en partie sur le terrain, mais que j'ai bien pied sur les bateaux de croisière.
Mais le début, ça n'a pas été facile sur les bateaux de croisière, absolument. Il y aurait, ça, je raconte beaucoup d'autres anecdotes. Ce sont deux mondes différents. Vous savez, le monde polaire, le monde des filles et des gars qui vivent sur le terrain, et puis le monde des gens qui sortent de la ville, quoi. Je veux dire, il y a des réflexions invraisemblables que j'ai entendues, quoi. Des gens qui râlaient parce qu'il faisait trop froid, ils ne pouvaient pas se bronzer en bikini. Enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ça a changé, ça aussi. Les gens qui viennent chez nous, ils sont avertis. Il faut plusieurs couches de vêtements. Oui, on les informe auparavant des conditions, en tout cas, voilà, des expéditions qui vous ont permis de mettre eh ben, le pied dans ce monde des croisières, un monde de croisière dont vous allez parler dans les prochains tomes, comme vous l'avez dit en début de conférence, et que nous découvrirons donc l'an prochain. Sarah, est-ce Absolument. que tu as des questions en plus? Non, je pense que tout était complet. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et merci de me stopper parce que sinon on sera encore là demain matin, quoi. On pourrait nous. Il y a un truc que je veux vous dire parce que certains me connaissent en étant en couple avec Marielle Suzo et une des choses qui à la fois me fait drôle et qui me rend modeste, mais d'un autre côté qui m'amuse toujours, c'est quand parfois je raconte au coin du feu de bois des choses à Marielle, elle me dit: ah ben, tu m'étonnes encore, ça tu me l'avais encore jamais dit. Il y a trop de choses à raconter. On a vécu trop de choses là-haut. Et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire aussi. Eh bien, de belles aventures, donc des livres, donc deux premiers tomes que vous retrouvez ici, donc Passion polaire, les premières expéditions, et puis le second tome, Chef d'expédition. Donc vraiment des livres qui sont nourris d'anecdotes, de beaucoup de photos, comme on a pu en passer quelques-unes ici, mais rien par rapport à ce que vous pourrez retrouver dans les livres. C'est pareil aussi de carnets de terrain que vous aviez à l'époque, de vos témoignages évidemment, et donc, qui donne vraiment à ces récits une dimension presque intime, sensible, aussi documentaire. Ce sont vraiment donc une belle découverte que je vous invite à découvrir. Alors, ces livres sont disponibles donc sur le site de notre maison d'édition Escargot Savant. Je vous remets les liens directement dans le chat si vous voulez passer commande. C'est évidemment possible. Donc, je vous ai mis le lien du tome 1 et voici le lien du tome 2. Et puis voilà, maintenant, je vous invite à les découvrir. Ce sont l'occasion aussi de beaux cadeaux de Noël à l'approche des fêtes. En tout cas, merci Sarah pour cette intervention, tes questions. Et puis merci à vous, Christian, d'être intervenu ce soir, de nous avoir raconté tout cela. Peut-être que vous avez un petit mot de la fin pour nos Bon, auditeurs. le petit mot de la fin, il est double, hein. D'abord, un merci à vous deux. Merci à Sarah qui est une de ces personnes qui aiment les livres et qui les embrasse, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces mots, qu'il y a toujours ces extraits de livres. Vous savez, les deux tomes que j'ai écrits, effectivement, ce sont des lettres qui se suivent. Mais si j'ai voulu mettre des images, c'est parce que tout n'est pas que mathématique. Il y a aussi beaucoup de ressenti. Et une image, c'est le ressenti. Mais des gens comme Sarah, j'ai essayé de le faire moi de temps en temps, arrivent à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, chanter les verbes. Et donc, merci Sarah d'avoir été présente. Merci Laureline, parce que véritablement, webinaire sur webinaire, toujours le même enthousiasme, la même animation. Vraiment, merci. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, j'ai beaucoup parlé d'équipe. Alors, à toi, Sarah, à toi, Laureline, je vous tutoie, vous le savez. Et je vous dis, on fait tous partie d'une belle équipe qui s'appelle Grands Espaces. Et c'est cette équipe de bonnes. Et d'ailleurs, parce qu'il y a des gens d'ailleurs, je pense à Xavier dans ses Alpes, je pense à d'autres gens aussi, et à tous les guides. C'est toute cette équipe de toi, mais qui fait des choses formidables et qui va continuer à faire des choses formidables, qui déjà vous souhaite un petit peu un beau Noël. Et allez, un petit peu de personnel. Dans une demi-heure, je suis à 50 mètres du marché de Noël de Wrocław. Si un jour vous ne savez pas quoi faire, si vous avez le volant facile, il n'y a pas de vol avion régulier, mais c'est une grande ville et c'est le plus beau marché de Noël. Mieux que Vienne, mieux que Strasbourg d'Europe. Penserez à vous ce soir.
Merci. Merci Christian, merci à vous tous encore une fois d'avoir participé à ce webinaire et puis nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines conférences qui, comme vous le savez, arrivent bientôt. Le mois de décembre sera encore très riche. Merci à tous, belle soirée, au revoir. Au revoir.